Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhaliya. J'espère que vous avez passé tant bien que mal une bonne journée. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité pour ce nouveau numéro de Microscoop. Je vous rappelle, continuez à partager, à liker, à commenter, à critiquer, à porter vraiment vos remarques, vos commentaires négatifs, positifs, afin qu'ils soient constructifs, bien évidemment. Et merci encore à toutes et à tous parce que vous êtes très très nombreux à réagir et à faire l'information par vos commentaires et les images, les informations que vous nous transmettez. Tout de suite le titre de l'émission, France 2 points, polémique autour des migrants et des haragas. Je présente tout de suite mes invités qui sont avec nous. Jamel Gessoum, bonsoir. Militant politique, vous êtes chercheur, président du Centre de recherche en sciences sociales. Merci de l'invitation. Merci Gamal Abina, analyste politique, et vous avez aussi fondé le mouvement pour les droits du citoyen. Civique. Civique. Ça reprend un peu le modèle américain, mais... Exactement. Bienvenue à tous les deux. Vous l'avez vu le titre de l'émission, on va parler donc de migrants, on va parler d'immigration, de polémique, de stigmatisation, suite notamment à ce drame que nous condamnons bien évidemment. Il n'y a aucun mot pour exprimer la douleur que nous avons et que la France et que le monde entier, puisque tout le monde en parle, que nous avons. On a une pensée forte, bien évidemment, à Lola, 12 ans, qui a subi des sévices, qui a été violée, qui a été torturée et tuée donc, dans le 19e arrondissement de Paris vendredi 14 octobre. Donc on a bien évidemment une pensée au nom de la rédaction de la chaîne, une pensée à toute sa famille. Ce sont des actes de barbarie que nous condamnons, bien évidemment, sans aucune description. L'auteur présumé des faits actuellement qui a été interpellé, donc c'est cette jeune femme qui a 24 ans, donc du nom de Dahbiya, donc qui est immigrée, qui était en situation donc de OQTF. On va en parler dans quelques instants. Une obligation de quitter le territoire français. Et puis dernièrement, donc une magistrate donc qui s'est fait aussi agresser. Donc je cite notamment Le Figaro, agressée sexuellement en pleine rue, donc par une personne, donc un homme, donc originaire aussi d'Algérie, et qui est en situation irrégulière. Voilà notamment les faits d'actualité à deux niveaux différents, bien évidemment, mais qui ont une importance énorme. Et ce sont des actes et des gestes que nous condamnons. Mais derrière, bien évidemment, ça a réveillé quelques polémique, stigmatisation, attaque des immigrés, attaque des étrangers, des personnes qui sont notamment en France, puisqu'on parle de la France maintenant depuis plusieurs années. La droite et l'extrême droite, bien évidemment, a récupéré rapidement le dossier. Je vous le disais, les circonstances donc, de la mort de la petite Lola et le profil de la suspecte, qui est aujourd'hui donc suspectée de cet assassinat de nationalité algérienne, donc est sous le coup d'une OQTF. Eh bien, la droite donc en a fait son fonds de commerce. En tout cas, c'est notamment ce qu'a annoncé l'avocat des parents de Lola. Et je rappelle que les parents de Lola ont demandé clairement à ce que le nom de leur fille donc ne soit pas utilisé à des fins politique. Donc ce soir, on va bien évidemment rendre hommage à ses parents, à cette jeune fille de 12 ans qui a perdu la vie, bien évidemment à cette magistrate aussi qui a été agressée, même si l'enquête commence à peine. Mais on va essayer aussi de comprendre pourquoi dans un pays aujourd'hui comme la France, pays état de droit, pays démocratique, pays terre d'accueil, on sait combien la France est une terre d'accueil et combien une richesse d'immigrés font partie de cette France. Comment, notamment, les politiques aujourd'hui récupèrent ce dossier, stigmatisent et en font leur fonds de commerce. Et puis on va essayer aussi de comprendre comment des hommes et des femmes, notamment qui quittent un pays, puisque là il s'agit de personnes originaires d'Algérie, quittent leur pays et on arrive malheureusement à de tels actes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Jamel Gessoum, je vais commencer par vous. Vous me le disiez bien évidemment tout à l'heure. Hier, bien sûr, on condamne ces gestes, ces agressions. On a une pensée aussi ce soir à Lola, sa famille. Alors, bien évidemment, l'hommage est à la hauteur du sinistre humain qui s'est perpétré. Et la condamnation est autant ferme que celle-ci. Et vous le disiez, Chaben, dans votre introduction,
sur l'éventuelle récupération sur le champ politique. Mais ce que j'aimerais dire aussi, par expérience, puisque j'ai travaillé plus de 20 ans en prison, donc j'ai une certaine expérience aussi bien des profils que des faits, l'indexation, la corrélation qu'il y a entre les faits en eux-mêmes et l'origine ethnique me semble tout à fait dépasser l'entendement et le raisonnement. Il n'y a pas de corrélation à faire. Le seul intérêt de faire une corrélation entre une personne et son origine, vous avez évoqué deux situations. L'enfant, je n'ai même plus envie de dire son nom parce que oui. Vraiment. Et cette magistrate, j'ai eu 1076 détenus en charge, donc j'ai eu autant de personnalités que de faits différents. Et de ce point de vue, cette corrélation est tout à fait morbide. Effectivement, il y a une récupération politique, mais ce que j'aimerais aussi dire par rapport à cette récupération politique, c'est que lorsqu'il n'y a pas de projet politique à proposer à un peuple, eh bien on lui sert ce qu'on peut lui servir. Et cette affaire n'a servi que des intérêts de la droite et l'extrême droite. Là aussi, vous l'avez excellemment dit. Et de ce point de vue, j'aimerais dire que la justice, ce n'est pas de la vengeance. Et que donc, il faut savoir garder raison, laisser la justice faire, que les politiques gardent leur segment d'intervention qu'est la politique et de ne pas utiliser, parce que j'aimerais dire aussi que le fait de récupérer politiquement, de mon point de vue, c'est un deuxième assassinat, c'est un deuxième viol. En tout cas, les parents se sont rapidement exprimés. Et puis, pour suivre un petit peu votre réflexion, il y a une question qu'on va se poser aussi ce soir. Messieurs, c'est la responsabilité. L'immigration, c'est tout de même aujourd'hui un fléau, un problème, parce que certaines personnes immigrées arrivent dans un pays où parfois et souvent elles ne sont pas non plus dans les meilleures conditions, à savoir elles ne sont pas accueillies comme il se doit. C'est une question que je pourrais vous poser aussi, mais parfois c'est aussi difficile. Alors est-ce que cette politique en France, notamment Sarkozy, Hollande, on pourrait tous les citer, Chirac, aujourd'hui Emmanuel Macron, etc. Qu'en est-il de l'immigration? Parce que c'est vrai que l'immigration aujourd'hui est stigmatisée. Et si peut-être que l'extrême droite, la droite en fait tout de suite son fonds de commerce aujourd'hui, c'est parce que peut-être qu'auparavant, en amont, il n'y a pas eu spécialement des propositions où les dossiers n'ont pas été traités comme il se doit. Donc c'est une question importante pour vous ce soir. Première réaction, Gamal Abina. La première réaction, c'est d'abord de dire que, parce que les gens n'ont pas regardé la source du mal. Alors évidemment, on a une femme déséquilibrée mentale, semble-t-il, ça va être déterminé plus tard, qui va assassiner une jeune fille de 12 ans. Donc cette femme, manifestement, est complètement désaxée parce qu'il n'y a pas de réaction émotionnelle chez elle. Elle voit les images, on lui montre le corps. Il n'y a aucun problème, elle le reçoit comme si c'était normal, parce qu'elle dit qu'elle a vu ses parents mourir sous ses yeux, parce qu'elle dit qu'elle a été elle-même violée quand elle était jeune. Donc on a quelqu'un qui a des problèmes, des troubles psychiques assez profonds, qui n'arrive pas en France, contrairement à ce qui est dit dans les conditions d'irrégularité, elle y vient comme étudiante. Et il y a eu une obligation de quitter le territoire parce qu'ils n'ont pas reconduit son droit à pouvoir faire les études, si elle en faisait d'ailleurs, on ne sait pas. Donc cette femme, elle a une caractéristique, d'abord c'est une femme, donc c'est assez surprenant parce qu'on se dit en règle générale, on n'associe pas ce type de violence à une femme, on parle de viol quand même. Ensuite et surtout parce qu'elle a un visage passe-partout. C'est-à-dire que c'est une femme qu'on ne repérerait pas dans la rue pour la reconduire à la frontière. Donc ça, c'est le cadre général. Ensuite, on a une famille qui a été martyrisée par ce qui s'est passé, évidemment, par le meurtre, et qui continue à souffrir d'une utilisation détestable du monde politique, médiatique et d'extrême droite, qui placarde à tout va l'image de la fille. Imaginez la place des parents qui voient du matin au soir le visage de leur fille qui a été assassinée. Ça, c'est violent, et moi, je me mets vraiment à leur place, je ne l'aurais pas accepté. D'ailleurs, ils ne l'ont pas accepté, ils ont refusé la récupération. Et pour finir, on caractérise un meurtre sordide. Alors j'ai envie de dire qu'apparemment, en France, les déséquilibrés mentaux, lorsqu'ils sont français, ont le droit d'être jugés comme déséquilibrés. On les envoie en hôpital psychiatrique, ils ne vont pas être jugés parce que c'est interdit par la loi. Mais que par contre, Landru, par exemple, qui sortait avec des femmes, qui les tuait, qui les brûlait dans un four, ça a duré longtemps. Il était bien français. Vous avez toutes les affaires sordides qui sont arrivées par la suite. Hein. Les Guy Georges et autres noms qu'on ne va pas nommer, il y en a tellement. Donc ça s'appelle des crimes sordides, brutaux, violents, qui révulsent tout le monde, mais qui restent des crimes liés à des troubles psychiques, psychologiques, ce qu'on appelle clairement, le terme exact, ce serait, je pense que c'est consacré, des criminels de type qui relèvent psychiatrique. Et donc, ces réalités sont là, et une femme, parce qu'elle est d'origine algérienne, bénéficie d'un coup d'un traitement spécial. À savoir, c'est pas une dingue, c'est pas une folle, elle n'a pas de problème psychologique, elle est algérienne, et là, on nous sort des choses extraordinaires. Alors, je rappelle que la source du mal a commencé par Ève de Souche, facho de souche.
qui s'appelle F de Souche, Alors, bien qui a sûr. sorti immédiatement, juste c'est important, qui a sorti le dossier immédiatement en disant 4 Algériens, donc bande organisée, ont assassiné une jeune fille dans le but de faire un trafic d'organes. C'est ça qui est sorti. Et il se trouve que moi j'ai une amie algérienne qui a été voir rue Manin, la famille, qui a été voir les policiers sur place pour rendre hommage à cette jeune fille, dès le début, ça n'a pas traîné, et qui m'a dit, écoute, les policiers m'ont dit que c'est totalement faux ce qu'il a raconté, c'est du baratin, et que l'enquête est en cours, et que tout ce qui sort actuellement est une propagande. L'histoire, par exemple, de cette histoire de sorcellerie, tout ça, c'est encore une fois, ça participe de ça. Donc ça veut dire que par nature, on essentialise la personne en disant, l'Algérien est forcément violent, et forcément détraqué. C'est pour ça que ce soir, on rend hommage et on a une pensée forte. Et c'est vrai que c'est difficile de répéter son prénom. Et le but, c'est de laisser la famille tenter de vivre son deuil. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose ce soir, c'est ces déferlements de stigmatisation, de spéculation, de réseaux sociaux, puis de médias aussi. Il y a certains médias, désolé de le dire, mais certains confrères et consoeurs qui en font quand même leur bout de gras, leur fond de commerce. Donc c'est pour ça qu'on va essayer aussi de comprendre et de vous parler de corrélation. Ça va être important. Et c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Souvent, question que je vous pose parce que je sais que vous avez longtemps travaillé dans ce milieu, souvent malheureusement on a tendance à faire un parallélisme entre immigration et délinquance, notamment sans en arriver à de tels meurtres. C'est la question que je vais vous poser. Tout de même, en introduction, on va tout de même écouter, on vous parlait d'extrême droite, pour vous donner quand même un aperçu. Vous allez voir qu'aux questions au gouvernement, ici, Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Je vous laisse écouter. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Vendredi, le temps s'est arrêté un instant pour chacun d'entre nous. La France s'est figée de stupeur, de douleur et d'horreur en apprenant le supplice de la petite Lola, cette jeune collégienne dont la vie a été enlevée en plein jour et en plein Paris, de la pire des manières qui soit. La compassion du pays à l'égard de sa famille, dont chacun a conscience qu'elle pourrait être la nôtre, est profonde. Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Une fois de trop. Et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Voilà, bon messieurs, bien sûr, vous pouvez réagir puisque Marine Le Pen est diffusée ce soir sur nos ondes, n'aurait pas dû rester sur le territoire, pour reprendre un peu ces mots clairement. Vous pouvez réagir bien sûr là-dessus, mais une question aussi profonde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2022, on en arrive quand même en France, c'est un État démocratique, on le veuille ou non, c'est un État d'accueil, il y a une mixité. On est dans une région parisienne que nous connaissons toutes et tous, etc. On en arrive en 2022 à ce qui est aujourd'hui une stigmatisation, une attaque, notamment là de personnes originaires, parce que c'est vrai qu'actuellement les Algériens prennent quand même assez cher, alors que de fait il n'y a aucun lien. Enfin, vous me dites si je me trompe, entre une culture, une origine et un acte. Bien sûr. Alors moi, ce que j'aimerais dire, tout d'abord revenir très très rapidement sur le traitement qui est fait de cette affaire. Mais vous savez, depuis 2, 3, 4 mois, je n'arrête pas de contacter par exemple un média algérien, 360, oui, et qui lui-même, depuis quelques mois, traite d'informations quand il y a une affaire en France, pas aussi grave, met en avant le fait que le voleur de la bicyclette est algérien. Donc à partir de ce moment-là, on peut ne pas s'étonner qu'en France, on fasse la même chose, et que l'on va dans ce sens de « parce qu'il est algérien ». Les Algériens le font eux-mêmes en territoire algérien. Sur la seconde partie, j'aimerais dire que vous savez, il y a un contrat social à passer dans tous les pays du monde. Le contrat social en France ne fonctionne pas. Il y a des déficiences à tout point de vue, qu'il s'agisse de l'acte social, de l'acte médical, de tous les actes de la vie quotidienne. Et de ce point de vue, en non-réponse de nos politiques qui n'ont pas de projet à proposer, il faut bien à un moment donné
donner le là pour parler d'autre chose. Hein. C'est un peu comme on pourrait trouver en Algérie où lorsqu'on ne veut pas parler d'autre chose, on va créer une crise de l'huile, etc. Et donc on retrouve cela en France. On retrouve l'absence de contrat social proposé par l'État français et de ce fait, et automatiquement de ce fait, eh ben, on va s'emparer d'autres choses pour pouvoir passer du temps et du temps et du temps. L'affaire de la petite, si vraiment ces politiques avaient un peu de respect pour la nature humaine, ils ne récupéreraient pas cette affaire. La corrélation, moi je vous dis, 22 ans... Alors oui, alors justement, si on a des éléments concrets avec vous ce soir, vous avez travaillé notamment en prison, vous le disiez. Votre constat, sincèrement, c'est quoi? C'est par rapport à cette corrélation, à ce lien qui est fait aujourd'hui entre sans-papiers, OQTF, immigration, délinquance, enfin c'est... Alors, tout d'abord, sur la question de mon travail, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des éléments objectifs à donner, qui ne sont pas plaisants, mais je vais devoir les dire. Et le second point, c'est la question de la loi. On applique la loi en France. Dans un état de droit, on applique la loi. Sur la question des OQTF, il y a des règles à respecter. Il y a un mois pour faire appel. On ne peut pas les retenir pour certaines situations. Donc c'est la loi. Donc s'il faut changer quelque chose, ce n'est pas la corrélation entre les faits et l'origine des personnes qui ont commis ces faits, mais ce serait plutôt la loi. Secondement, je suis désolé de le dire comme ça, mais vous savez, en prison, moi j'ai beaucoup travaillé à Fleury-Mérogis et à la maison d'arrêt de Villepinte. Oui, c'est une réalité. Plus de 80%, et c'était un aumônier musulman qui me l'avait dit lorsque j'ai commencé mon travail, sont d'origine étrangère. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce constat-là. L'avant-constat, c'est la situation dans laquelle ont été mis, et je n'excuse personne, et j'en suis la preuve la plus absolue. Moi, vous savez, je suis né près de Marseille, j'ai vécu dans les bidonvilles de Nanterre. Donc on nous a rassemblés dans un endroit, on nous a ghettoisés, hein, et ensuite ça a amené à des produits, surtout début des années 80, où effectivement le fait de nous mettre de côté et de vivre en autarcie, il y a eu beaucoup... Donc il y a quoi? Il y a un lien sur une situation, on échange comme ça, mais on essaiera d'aborder les différents axes. Il y a quand même un lien sur la situation économique, sociale, l'environnement, culturel. Mais c'est le fondement. Je veux dire que le fondement même de toutes les conséquences sociales et criminelles trouve son fondement dans l'aspect social des choses. Je veux dire que quand on regroupe, et ça a été le cas du Corbusier, enfin, avec ces quartiers des grands ensembles des années 50-60, quand on rassemble une même population au même endroit où on dit vivez tout seul, n'allez pas trop au centre-ville. Vous savez, les quartiers nord de Marseille, on retrouve des quartiers nord dans toutes les villes de France. Et donc on nous a mis de côté pendant des décennies. Ça a forcément produit un effet sociologique. Et de par là, la distance avec l'insertion sociale et professionnelle qui aurait pu tous nous amener vers un projet commun qu'est la citoyenneté française. Ben, ça n'a pas été le cas. C'est intéressant. Oui, alors je vous laisse poursuivre là-dessus. C'est et on va aussi se tourner, puisqu'on parle quand même d'Algérie ce soir, se tourner aussi de l'autre côté de la Méditerranée, puisque si on a aussi des jeunes qui viennent étudier et qui ne repartent pas, ou qui arrivent parfois à avoir un visa officiel et qui ne repartent pas aussi, c'est de se poser la question, quelles sont leurs conditions et qu'est-ce que le pouvoir algérien met en place aujourd'hui pour qu'ils puissent vivre? Est-ce que aussi en Algérie, malheureusement, il n'y a pas aussi tous ces chocs que des familles et des enfants peuvent vivre. On essaye de comprendre ce soir et on n'excuse rien du tout, bien évidemment. Non, mais il n'y a pas à excuser. Je pense que quand une détraquée mentale va tuer une enfant dans des conditions atroces, il n'y a même pas à négocier. C'est une condamnation totale parce qu'elle aurait dû être dans un asile psychiatrique, c'est tout. Ça s'appelle une psychopathe. La psychopathe, il y en a partout, hein, c'est un phénomène malheureusement qui existe. Il y a une série actuellement sur Netflix qui fait état d'un psychopathe célèbre aux États-Unis dans les années 90. Il se trouve qu'il était d'origine allemande. Est-ce que ça a un lien? Non, ça n'a pas de lien. C'est un psychopathe qui a eu une enfance compliquée et qui a reproduit de façon violente ce qu'il a vécu. C'est très souvent le phénomène aussi des pédophiles, qui ont souvent été les enfants violés avant. Donc ça, c'est malheureusement des dysfonctionnements sociaux qui existent. Ensuite, là où je ne te rejoins pas vraiment, Jamel, c'est sur un point. Tu as raison sur le fait de dire que dans les prisons où tu as été, il y a 80% de gens d'origine africaine. Il faut dire africains, pas musulmans, parce que ça ne veut rien dire en prison, ils sont africains. Étrangers, merci. Par contre, dans la France, et là c'est intéressant, parce que la géographie dont tu me parles, c'est une géographie à proximité des banlieues, colorée.
Donc il est logique que les prisons Bois d'Arcy et autres soient concentrées avec des gens qui viennent de ces quartiers. 100% de ces gens qui sont en prison dans ces prisons viennent de banlieues et viennent de milieux difficiles. Par contre, en France, c'est le contraire. 75% des gens qui sont en prison, donc sur le parc total de la France, non, c'est les chiffres officiels, sont européens. Et il reste 25% à l'immigration. Erreur. Non, c'est pas une erreur, mais on va en parler si tu veux. Donc ce qui se passe, c'est que la question qui se pose, c'est Zemmour qui disait à l'époque 80%, il oublie deux choses. D'abord, 100% de ces gens viennent de la misère sociale et viennent des quartiers difficiles, c'est vrai. Donc c'est la cité qui produit ces délinquants. Et de l'autre côté, il ne regarde pas, il regarde une image limitée, mais pas une image globale. Maintenant, concernant le fait d'essentialiser, de réduire. Enfin, la cité, en tout cas, la situation. Oui, les cités et quartiers difficiles, hein, toutes les cités ne sont pas comme ça. Il y a des villes, vous allez à Bordeaux, par exemple, cette problématique ne se pose pas. La question qui se pose, c'est quoi? C'est l'insertion sociale. C'est vrai qu'ils ont concentré les populations, mais ce n'est pas nous, l'immigration algérienne ou africaine. Hein. Ça a commencé d'abord avec les Polonais. Il faut savoir que quand les Polonais arrivent en France au début du siècle dernier, ils leur interdisent d'aller dans les grandes villes. Ils étaient parqués dans le nord de la France pour travailler dans les usines. Donc c'est un système qui est réfléchi et pensé par le politique et qui est reproduit après en termes économiques. J'ai envie de dire une autre chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec toi. Le gouvernement, pour le coup, alors moi je ne suis pas pro-Macron, hein, clairement pas, mais il s'est bien comporté. Ce n'est pas lui le problème. Hein. C'est l'opposition qui se comporte mal. C'est l'extrême droite et la droite. Sur sa réaction. Sur sa réaction. Alors moi, je remets en cause personne, mais justement, en prochaine question, mais je vous laisse débattre, et ça c'est bien, vous débattez en plus comme ça ensemble, et c'est ce qu'il faut. La responsabilité, on pourrait dire que c'est peut-être normal pour l'extrême droite, pour M. Zemmour, de récupérer un fait et de dire, bon, ça pourrait se comprendre, hein. Moi je vous demande pas de vous voter, ça pourrait se comprendre sur le fait, mais à un moment donné, est-ce que derrière, je vous le disais tout à l'heure, et c'est une question que je vous pose directement, parce que l'un comme l'autre, vous faites de la politique, est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une responsabilité sur ces derniers quinquennats et septennats des derniers chefs d'État et leur gouvernement, d'avoir peut-être mis en place indirectement où on en arrive aujourd'hui à cette stigmatisation, par exemple. J'aimerais qu'on fasse la distinction entre gouvernement et État. Les gouvernements se succèdent, ils ont des politiques différentes. L'État, lui, est constant et mène à peu près la même politique depuis les années 50. Donc il y a eu beaucoup... Mais Général de Gaulle, Général de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. On parle d'immigration. On parle d'immigration. Alors, 8 présidents, et la donne dans les quartiers, qui est la véritable source des problèmes, n'a pas changé. Donc, il ne s'agit pas d'une question de politique de gouvernement, mais de conception d'État. Qu'est-ce que l'État français, dans sa projection à l'ensemble des citoyens français, fait pour qu'il y ait un véritable contrat social. Et donc, il ne s'agit pas, moi je ne pointe pas, je ne pointe ni Macron, alors les socialistes, ils ont... Non, j'étais rousseauiste là-dessus, oui, mais, contrat social. Mais les socialistes, eux, ils ont terminé la chose. L'école Rousseau, c'est oui, mais en tout cas, s'il s'agissait d'une question de gouvernement et non pas d'État, les choses auraient changé dans un sens comme dans l'autre. Or, je veux dire que la politique de Hollande par rapport à Sarkozy n'a pas été meilleure de ce point de vue, qui nous permettait le contrôle, arrêter le contrôle aux faciès, il ne l'a pas fait. Donc, on est dans une constante depuis 1958. Mais moi, j'allais dire un truc, c'est que l'immigration en substance, parce que j'ai entendu Zemmour délirer complètement, enfin, on en reparlera si vous voulez. L'immigration en substance, c'est quoi? C'est des forces de travail qui étaient nécessaires pour reconstruire le pays, parce que le pays est une guerre. Hein. Même si j'ai eu une fois Le Pen face à moi qui m'a dit non, la France n'a pas été construite par l'immigration. D'ailleurs, il y a eu les Portugais, il y a eu les Polonais. L'immigration au sens large, tous réduits à l'état d'esclaves. Oui, mais eux, ils font partie de la fille de l'Église chrétienne. Donc jusqu'en 86, c'était des sous-hommes. C'est après qu'ils sont devenus humains. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en échangeant régulièrement et en lisant, à chaque fois qu'on parle d'immigration, on a tendance tout de même à se référer à l'Afrique du Nord et à l'Afrique subsaharienne. Parce qu'il y a un phénomène de massification. Oui, c'est-à-dire portugais et espagnol, ce n'étaient pas les immigrés de travail au départ, c'est des immigrés de refuge. Franco qui arrive au pouvoir de 36 à 39, ils arrivent en masse. L'Italie, c'est pareil. D'ailleurs, je tiens à le rappeler quand même, parce qu'il y a une question qui était posée tout à l'heure, intéressante, vous avez posée, c'est la question de la radicalisation de la France par rapport à l'extrême droite. Et c'est vrai qu'il ne faut pas regarder la France. On élargit un peu le champ. Il y a 100 ans, en 1922, les chemises brunes marchent à Rome. 100 ans plus tard, la fille idéologique de Mussolini a le pouvoir en Italie. 100 ans plus tard, c'est quand même pas inintéressant. Il y a une radicalisation, Orban et autres, il y a beaucoup de pays qui basculent à l'extrême droite. 89 France, députés à l'Assemblée nationale. Avec un discours extrêmement violent et anti-algérien. Mais ce qui se passe, moi j'ai envie de dire que le patronat savait qu'il n'avait pas assez d'ouvriers pour travailler, que les femmes ne suffisaient pas alors qu'elles devaient remplacer les hommes. Ils ont fait appel à l'immigration. Donc les vagues étaient voulues et consenties parce qu'il fallait des bras pour travailler. Il n'y avait pas assez de travail dans les années 50-60.
60, enfin de travailleurs. Après, on a eu les années 70 et ils ont continué ce regroupement familial parce qu'ils pensaient que la crise de 70, qui n'avait pas touché la France. Il ne faut jamais oublier qu'en 73, la France est le seul pays qui est épargné parce que Joubert dit il est normal qu'un pays arabe reprenne son territoire par la force. Quand Joubert dit ça à l'époque, il épargne la France de ce boycott du pétrole. Et donc la France est épargnée. Elle pense, sous barre, qu'ils vont relancer l'économie, qu'ils sortiront de la crise. Donc ils continuent à amener les immigrés, pensant que tout ira pour le mieux. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il y a un blocage dans les années 80. Et effectivement, cette manne d'immigration qui sert aux bas métiers, aux métiers les plus difficiles, finalement devient un problème parce qu'elle est visible. Mais ce n'est pas un problème parce qu'économiquement, ils prennent la place de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'elle est visible. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces immigrés qu'on stigmatise, qu'on montre du doigt, comme étant la source principale de la barbarie en France, de la violence, ces immigrés-là sont montrés du doigt parce qu'il y a des problèmes économiques récurrents et violents. Et le principe, et c'est là où c'est intéressant, du bouc émissaire qu'on a vu en Allemagne dans les années 30, contre les Juifs et contre les Tziganes, intervient à ce moment-là. Mais ce qui se passe réellement, moi j'ai envie de dire simplement, pour revenir au sujet d'origine, c'est quand même grave, cette jeune fille qui a été assassinée, une famille, tout le monde se sent concerné. Une enfant qui est tuée, on ne peut pas accepter, c'est intolérable. Mais on a l'impression dans la bouche de l'extrême droite que finalement il y en a qui quand même applaudissent des deux doigts, alors c'est un peu des deux mains, alors que c'est faux. Et on a l'impression que cette famille qui ne dit pas mot et qui est digne pour le coup, ne refuse la stigmatisation en disant non, c'est pas un problème d'origine, c'est un problème de sauvagerie lié à une personne et une personne. Et les OQTF en question, alors tu disais un truc tout à l'heure, Jamel, les OQTF sous Sarkozy c'était 20% de reconduite. Hein. Après c'est descendu à 5%. Mais l'OQTF c'est pas la France qui déclare, hein. Il faut que les pays d'origine acceptent qu'ils reviennent. Et la question, on y vient, pour répondre à votre question, c'est exactement. Alors, je vous laisse finir, mais juste avant d'y venir, parce qu'il y a aussi la responsabilité de l'autre État, et puis j'aimerais aussi qu'on évoque un peu aussi, voilà, les réactions de ces pays, ou notamment l'Algérie, où les jeunes, dans le titre d'émission, on parle d'immigrés, de migrants, de haraga. J'aimerais qu'on en parle, mais aussi un mot. Selon vous, qui avez l'expérience maintenant, la situation des immigrés en France en général, il y a vraiment de quoi faire peur les Français aujourd'hui? Non. On a une immigration à tous les niveaux. Il y a de quoi, quand même. Non, mais t'es gentil, il y a de quoi. Non, mais attends. Quand on parle d'immigré, un immigré, c'est quelqu'un qui part d'un point A à un point B. Non, mais pas l'immigré. Alors, nous, on est nés en France, on n'est pas immigré. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il ne faudra pas confondre. Non, non. Par exemple, Jordan Bardella, j'ai été le premier à lui donner la parole sur mon plateau. Il avait 18 ans. Vous voyez, donc il n'était pas anti-algérien à cette époque-là. Ça avait une bonne fréquentation. J'ai très bonne fréquentation parce que moi, je vais à la source pour savoir ce qui se passe. Je ne me coupe pas de la réalité. Et donc, sur cette question-là... Ah pardon, non, juste une chose. Mais je crois que vous n'avez pas très bien compris ma question. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle immigration sur les plateaux, on peut aussi, avec d'ailleurs, cette déferlante de médias, on peut comprendre, comme je l'ai dit à chaque fois, que monsieur, madame, tout le monde à Guéret, au fin fond de la Creuse, peut avoir peur. Mais est-ce que vraiment cette France, encore une fois, terre d'accueil, qui est là, où il y a cette richesse, ce multiculturalisme, etc., est-ce que quelqu'un qui est français, d'origine française, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un peu particulier, bon, bref, est-ce que vraiment doivent-ils avoir peur de... Non, il n'y a pas à avoir peur. Pourquoi avoir peur? Je veux dire que s'il te plaît, Jamel, il n'y a pas un pays qui n'est pas constitué d'immigrés. Le plus grand exemple, c'est la force de l'humanité. Ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Donc, une société, je ne vais pas dire multiculturelle, parce que ce mot renvoie encore à autre chose pour des politiques. Mais non, c'est très positif. Oui, c'est positif, mais pour d'autres, c'est complètement négatif. Mais on va en parler après. Justement. Elle n'a pas à faire peur puisqu'elle constitue le fondement même d'une société avec des cultures différentes, avec des points de vue différents, mais qui se rejoignent sur liberté, égalité, fraternité, les préceptes les plus importants qui constituent... Alors moi je ne suis pas quelqu'un de naïf, je dis simplement que la question qui est posée... pas du tout là-dessus. Non, mais moi je réponds à la question, est-ce que c'est légitime que l'immigration fasse peur à celui qui est dans la Creuse? Ça, c'est la question. Et donc je ne vais pas répondre à côté. Et donc, je dis simplement qu'elle ne doit pas faire peur. C'est la représentation... c'est la représentation... C'est la représentation que l'on en a par rapport au traitement des médias qui fait peur. Lorsque vous avez 100... Moi, j'ai eu 1076 détenus. Donc j'ai en tête tous les profils du psychopathe, j'en ai eu. Si à celui qui habite dans la Creuse, pour reprendre l'exemple de Chaban, il n'y a que les cas qui sont transmis par la presse et qui concernent des personnes
immigrés, effectivement, dans l'esprit de la personne, c'est 100% des immigrés sont comme ça. Oui, donc c'est une question de traitement d'information. Bon, il y a déjà une chose sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah ben j'espère bien, au moins une chose. Non, au moins une chose. Il y en a deux, mais il y a au moins celle-là. Après, on va parler de la perception du multiculturalisme. Je rappelle qu'en Allemagne nazie, quand vous disiez multiculturalisme, les nazis devenaient fous. Ils ne supportaient pas. Donc aujourd'hui, ceux qui sont anti-multiculturalistes ont une idéologie néo-nazie. Ouais. Mais bon, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que tu dis je suis français parce que je suis né ici. Ça ne veut rien dire. Qui a dit français? Moi j'ai dit que j'étais français parce que je suis né ici. Si, tu l'as, il y a 2 minutes. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vais te dire où je veux en venir. Tu dis que tu es né ici. Tu inventes là. Non, j'en veux pas. J'ai pas dit que j'étais français et que j'étais né ici. J'ai même pas utilisé le mot français. Si, je suis pas immigré parce que tu es né ici. C'est ce que tu m'as dit. Oui, mais j'ai pas dit que j'étais français. Non, mais je suis pas immigré parce que j'ai pas bougé. La perception de ta personne, c'est je suis né ici, donc mais je ne suis pas immigré. Mais c'est pas le problème. Oui, mais ce que dit Lévi-Strauss, qui fait un travail formidable, il dit peu importe ce que tu penses, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la perception qu'on a de toi. Et là, ça devient intéressant. C'est ça que je suis en train de dire. Mais dire. c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est la perception qu'on a de toi. Et ce qui se passe, c'est que, en substance, tu me dis, moi, je peux tout entendre. Maintenant, je mets à la place du français lambda et je me mets vraiment à sa place. Je suis désolé, on va être gentil, depuis 2015, la série d'attentats monstrueux que la capitale a subi, et le Sud, la Nice et autres, quand il y a toute cette série qui arrive d'une immigration qui, bizarrement, à ce moment-là, n'est pas algérienne, d'ailleurs. On se rappelle que l'origine, on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas algériens. Eh bien, ces attentats ont de quoi donner à penser aux populations européennes. Et je parle d'Européens parce que la France, c'est un creuset d'Européens. Il n'y a pas de Français de souche en substance, sinon on va remonter jusqu'aux Mérovingiens. Mais il n'en demeure pas moins que la peur qu'ils ont est légitime. Et moi, là où j'en veux, on va arriver à nos pays d'origine, c'est que je pense, et c'est là où Borne n'a pas fait son travail quand elle va en Algérie, qu'il faut fixer les populations chez nous pour qu'elles ne viennent plus en France. Ça n'a plus aucun intérêt. Parce que dans la lecture de ce que j'ai entendu dans la presse ces derniers jours, l'obsession de ces gens, c'est de nous reconduire chez nous. Je ne parle pas de nous en tant que fils descendants d'immigrés. Je parle des Maghrébins qui viennent encore grossir les rangs de ces malheureux qui vont perdre leur temps en France. Je pense qu'effectivement, la peur est installée et que pour sortir de cette peur, il faut réduire la pression. Le seul moyen de la réduire, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'immigrés. Et c'est dommage à dire, parce que la richesse d'un pays se fait par la mixité, mais en substance, aujourd'hui, il y a 6 millions de chômeurs en France. La montée de l'extrême droite est puissante. Des types comme Zemmour, qui sont des personnages insignifiants, peuvent aujourd'hui parler pour dire si un Français tue un Arabe, c'est pas grave, mais si un Arabe tue un Français, c'est un francocide, je sais pas quoi. Il invente des mots débiles, mais bon, c'est un peu, ça fait rigoler de la part d'un Algérien, mais il n'en demeure pas moins que ce monsieur-là donne le là de l'extrême droite. C'est un lièvre, il ne fera jamais rien aux élections, il s'est ridiculisé à la députation, tout comme à la présidentielle, il fait 7%, mais il n'en demeure pas moins qu'il est là présent et qu'il est en train de distiller dans le cerveau des gens cette peur. Donc c'est pas, ce qui compte, c'est pas ce que nous voyons de nous, ce qui compte, c'est la peur des autres, elle est légitime, je la comprends parfaitement. Complètement d'accord. Messieurs, une réaction sur, il nous reste 20 minutes d'émission tout de même, une réaction sur cette jeunesse, c'est Haraga, Haraga, donc ce sont les brûleurs, c'est-à-dire ceux qui arrivent, qui traversent la Méditerranée, qui arrivent en France parce qu'ils croient à l'Eldorado, parce qu'ils veulent vivre dignement, etc. C'est vrai que mais Emmanuel Macron, on en a pas eu, on a parlé en tout cas, on n'a pas eu de retour là-dessus. La première ministre Elisabeth Borne non plus, mais il y a aussi cette responsabilité de ces pays-là, notamment aujourd'hui du pouvoir algérien, d'ailleurs qui n'en parle peu. Nous, dans le cadre de nos émissions, on n'arrive pas à trouver une ligne sur un conseil des ministres algériens où, à un moment donné, que fait-on sur ces milliers d'Algériens, dizaines de milliers d'Algériens qui veulent quitter ce pays qu'ils aiment tant? Et il y a une responsabilité indirecte. Hein. Non, directe. Pourquoi indirect? C'est la responsabilité de l'État algérien de manière directe. Il n'y a pas d'indirect, de mon point de vue. Indirect sur ces actes-là, j'entends, mais après je vous laisse débattre. Mais en tout cas, la responsabilité de l'État algérien est pleinement engagée. Je ne parle pas là non plus du gouvernement Tebboune ou du gouvernement qu'il y avait avant. La responsabilité de l'État est pleine et entière pour au moins une raison. C'est que quand des jeunes décident de traverser la Méditerranée, ce n'est pas pour se faire plaisir. Absence de perspective. Surtout qu'il n'y a pas que des jeunes encore. On parle beaucoup de jeunes, mais il y a des mamans, des personnes âgées. C'est vrai qu'on parle souvent des jeunes. Des enfants, des bébés. Et même des personnes riches. Perspective, absence totale de perspective. Deux, je reviens sur la notion du contrat social. Il n'y a aucun contrat social entre l'État algérien et le peuple algérien. Je vous donne un exemple qui, pour moi, est assez significatif de l'absence totale de vision des autorités algériennes et de visibilité pour le peuple algérien. Moi, vous savez, j'ai été plusieurs fois dans des librairies à Alger, j'ai toujours essayé de me procurer le code de procédure pénale algérien, j'ai jamais réussi à l'avoir. C'est-à-dire que même la notion, même la notion de justice, c'est-à-dire que de droit, je veux connaître mes droits, il n'y a pas de code de procédure pénale dans aucune librairie en Algérie. Excusez-moi du peu.
Mais ça en dit long. En tout cas, il n'y a pas de problème pénal. Non, mais ça en dit quand même long. Hein. Et pour en revenir sur la question... C'est peut-être le réseau de distribution qui est mal installé aussi. Hein. Oui, bah, c'est peut-être l'absence de réseau de distribution intellectuelle. Oui, mais en tout cas, physiquement, c'est facile. On pourrait le faire nous-mêmes. Mais et pour faire un large retour sur la question des OQTF, puisque je dis quelle est ma position, responsabilité totale de l'État algérien. Il commence à faire des choses là, actuellement. C'est bien. Par exemple, l'allocation de chômage. D'ailleurs, d'où la polémique, vous pouvez en parler, hein, le fait que Darmanin ait annoncé de diviser par 3 le nombre de visas, c'est notamment pour ces personnes qui doivent repartir. Vous me permettez de faire la transition, c'est parfait. Alors, sur la question... C'est beaucoup mieux. Oui. Sur la question des OQTF et des laissez-passer, parce que c'est ça dont il est question. C'est-à-dire que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer pour les OQTF. Moi, ce que j'aimerais dire tout d'abord 2 choses. Je ne vais pas revenir sur ce sujet en 2021, mais lorsque j'ai sollicité les autorités algériennes pour avoir des laissez-passer pour des harragas, justement, qui voulaient revenir en Algérie durant la crise sanitaire, je n'ai eu aucun problème à avoir une centaine de laissez-passer. Ils sont identifiés, tu sais très bien quel est le problème. Mais il n'y a pas de problème. Tu connais le problème, c'est que l'Algérien qui ne veut pas partir, il dit qu'il n'est pas algérien. Il déchire ses papiers, c'est bon. Ça dépend quelle est la démarche qu'on enclenche. Moi, je suis parti d'une demande des harragas qui me disait... Oui, parce qu'ils sont revendiqués algériens. Gamal, je t'appelle. Je t'en prie. Les harragas qui voulaient retourner en Algérie parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Moi, je les voyais dans mon bureau. Je sollicitais les autorités algériennes. J'ai eu plus que 100 laissez-passer. Et donc, ils sont retournés tous en Algérie. Là où je veux en venir sur les relations entre la France et l'Algérie par rapport à ce sujet précis. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand les autorités algériennes émettent des mandats internationaux sur des gens qui ont volé 400-500 millions d'euros, comme l'ancien ministre de l'Industrie, j'aimerais bien qu'on nous le renvoie parce qu'il ne faut pas choisir ce qu'on veut renvoyer en Algérie. Il y a effectivement les harragas, mais quand l'Algérie demande sur le retour de gens qui ont volé 400-500 millions d'euros et qui sont tranquillement installés à côté de Notre-Dame de Paris, je peux comprendre des autorités algériennes qui dira renvoyez-les-nous tous. Je vais faire un peu de publicité, c'est important. Alors, il y a une première chose. D'abord, j'ai une copine qui s'appelle Nadia Troubissafsaf, qui est donc la rédactrice chef du Courrier de l'Atlas, qui a écrit un très bon bouquin que j'ai lu d'ailleurs, très intéressant, sur les jeunes harragas qui sont à Barbès. D'accord. La problématique, alors elle a bien travaillé, elle a parlé des experts, des acteurs sociaux, des policiers et des juges. La problématique principale de la question des harragas qu'on doit reconduire à la frontière, s'il y a si peu de mandats délivrés, c'est parce qu'il n'y a pas la possibilité de les recevoir. Pourquoi? Parce que ces jeunes qui partent et qui ne veulent pas revenir, bien qu'ils aiment leur pays, c'est bien que Chaben le rappelle, ils partent et ils déchirent leurs papiers. Et quand on leur demande de quel pays ils sont, je ne sais pas, j'ai pas 18 ans et je ne sais pas d'où, je vous dirai pas d'où je viens. Ils mentent sur leur origine. Comment les autorités algériennes peuvent récupérer des gens qui refusent de dire qui ils sont? Ça, c'est la problématique. Ils mentent sur leur nom, sur leur identité, tout est faux. Donc, la deuxième chose qui est posée par Chaben tout à l'heure, et j'apprécie cette question, c'est pour ça que j'en veux à Macron et à Borne quand ils vont en Algérie, c'est qu'ils ne proposent pas d'investissement massif pour faire du co-développement. Ils ne proposent pas ça. Ils n'en ont même pas parlé, apparemment. Du tout. Ça ne les intéresse pas. Investissement massif, je parle de grandes usines, qu'on arrête les blagues avec l'histoire du foot ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas sérieux. C'est un sujet, là. Non, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet. Non, c'est un sujet essentiel. L'Algérien, quand il est en Algérie, il s'ennuie, on le sait. Il s'ennuie parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Si on a des cinémas, si on a des espaces de détente, si on a un travail... il ne faut pas attendre ça de la France. Comment? Quel est le lien? Je parle d'investissement étranger, des IDE. En général, pas la France en particulier. La France voudrait que les Algériens repartent chez eux. Très bien. Investissez pour que les populations se fixent sur place. Ce lien, je ne l'aime pas beaucoup. Mais moi, je le fais. Non, je dis pas. Je comprends, mais je dis pas que ça doit venir la France. Je dis que si la France voulait, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, fixer les populations. Je les remercie de ne pas avoir fait ces propositions. Mais c'est pas propos. Parce que ça, c'est un esprit. Mais ça, c'est un esprit de colonisateur. C'est-à-dire, en fait, Jamal Abina, vous allez répondre. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Vous êtes tous les deux profitez-en. La démarche, comme moi, le français soi-disant, je veux plus d'Algériens chez moi. Je fais en sorte que les populations se fixent sur place. Je fais de l'investissement. Je propose du travail. Je collabore avec l'Algérie pour développer un co-développement, ce qu'ils appelaient à l'époque la colocalisation. Je fais en sorte que le pays s'enrichisse vite, pas seulement la France. L'Italie le fait très bien. Okay. On est d'accord. C'est pas exclusif. Je ne parle pas d'un rapport néocolonial. Je parle d'un rapport de collaboratif parce qu'on est méditerranéen et que de toute façon on ne pourra pas se tourner le dos. Eh bien, ça ne se fait pas et les populations s'en vont parce que quand il n'y a pas de travail, quand on s'ennuie et quand il n'y a pas de perspective d'avenir, on part. Je ne peux pas reprocher à des gens de quitter un pays dans lequel ils disent que j'ai rien fait pendant 20 ans et j'en ferai rien pendant 30. Donc la question qui se pose, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que ce pays, qui est un pays magnifique en termes... On connaît le pays en termes géographiques, qui est un pays immense, un État-continent, puisse garder ses populations. Et là, je vais parler d'une petite anecdote qui est intéressante. Parce que l'Algérien, il pose problème il y a pour beaucoup d'aspects de l'histoire.
Là, j'ai une amie qui s'appelle Nadia Lazouni qui est passée devant Darmanin, il y a quelques jours dans l'émission de M. Hanouna. Bon, elle est un petit peu rentre-dedans, c'est quelqu'un qui est un petit peu sanguin. Elle lui a sorti plusieurs invectives qui étaient pour certaines vraies. La réponse qu'il a eue, c'est de la menacer de la poursuite pour diffamation. Ce qu'elle a répondu par la suite. Moi, je considère qu'effectivement, quand M. Darmanin va parler à Le Pen, il a un double langage. Il fait croire qu'il est ouvert alors qu'il est fermé et qu'il pousse l'extrême droite. Parce que la stratégie qui a été définie, elle a été définie par un autre Algérien, encore une fois, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'Algériens, par l'ancien conseiller de Mitterrand, Jacques Attali, qui a dit Mitterrand fait monter l'extrême droite pour casser la droite. Et bien aujourd'hui, ce même Attali conseille M. Macron et dit fait monter l'extrême droite pour casser la droite et la gauche. Et ça marche. Aujourd'hui, c'est la droite qui donne là, et Macron est dans un fauteuil. Alors, ce que je dis, c'est que le gouvernement, par rapport à cette histoire, s'est bien comporté. Il ne faut jamais perdre de vue. Il faut écouter les prises de position gouvernementales, elles sont propres. Et l'opposition fait son rôle d'opposition, est en train de sabrer le débat, est en train de montrer du doigt une population. Et je répète une dernière fois, les immigrés de France ne sont défendus par personne. Ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de lobby. Il n'y a pas de groupe de pression à l'Assemblée, il n'y a pas de politique qui nous représente, il n'y a pas de parti. Donc nous sommes faibles. Et cette faiblesse, ils la connaissent. C'est pour ça qu'ils tapent sur le faible. Ils ne taperont jamais sur le fort. Bon, les Arméniens, par exemple, qui sont bien implantés, on ne tape pas sur le fort parce qu'ils sont forts. Donc cette lâcheté de l'extrême droite est caractéristique. Et le jour où l'extrême droite sera pourtant, économiquement, il y a socialement, économiquement, sportivement, culturellement... on l'a vu avec le sacre de Benzema. C'est un Algérien qui a été sacré par un de ses copains, encore un Algérien, Zidane. Ça dit des choses. C'est-à-dire que l'Algérien, et là je le dis à destination du public, quand l'Algérien sort des frontières de la France, étrangement, il réussit de façon insolente. On n'a pas vu non plus le Français d'origine algérienne, c'est la fierté de la France. Quand il prend le ballon, non, surtout pas. Quand il fait des bêtises, oui, il a mis un coup de tête, c'est bon, il redevient algérien. C'est pour ça que moi j'ai envie de dire aux Algériens de France et de Navarre, en l'occurrence, je fais un petit jeu de mots, que si on veut que notre pays aille bien, il faut que nous, à titre individuel, et j'en passe à tous les Algériens parce que j'aime ce pays, investissions dans un outil de production, quel qu'il soit, zétoun, n'importe quoi, même Sabat, investissez pour que l'Algérie exporte. Aujourd'hui, on doit sortir de tout le pétrole et du tout le gaz. On a une responsabilité en tant que diaspora et on doit, si on aime notre pays, faire ce travail. Je le ferai moi-même très rapidement. J'aimerais juste... Oui, allez-y. À peine 30 secondes. Vous êtes là pour ça. Là où ce que tu as dit me gêne, je vais le dire de manière très simple, c'est que de dire que si l'État français, si j'ai bien compris, pour permettre à ces jeunes de rentrer ou de ne pas venir, devrait investir. Ça, c'est de mon point de vue, c'est un triptyque assez étonnant, parce que je considère que ce serait presque une manière de déresponsabiliser le président de la République algérienne qui a ses obligations, c'est à lui de faire ce job et on ne doit pas ça le fait d'investir, etc. Il a assez de ressources, il y a d'autres pays avec lesquels on peut travailler, ce serait une manière de déresponsabilité et de dire, en gros, à l'État algérien, vous n'êtes pas responsable, mais pour désengorger les immigrés ou la harag qui sont en France, ou éviter qu'ils partent... Peut-être que je me trompe, mais peut-être pour aller dans le courant, dans l'interrogation, c'est vrai qu'on a quand même deux pays, la France et l'Algérie. C'est pas rien non plus. Bien sûr, c'est le mastodonte méditerranéen. C'est vraiment deux pays différents. Et c'est vrai que sur un espace de 6 semaines, il y a quand même un Conseil des ministres qui s'est réuni dernièrement, et puis un président et 90 personnes. C'est vrai que spécialement, il y a eu des intentions et des signatures, mais il n'y a peut-être pas eu spécialement d'échanges concrets, d'investissements concrets sur du moyen ou du long terme, qui pourraient faire d'ailleurs avancer les deux pays. Vous déconnectez bien ce sujet de l'immigration, etc. Mais non, mais c'est pas... mais le but, c'était peut-être, la question, c'était de dire aussi peut-être que sur ces jeunes qui quittent le pays, c'est qu'on sait très bien que pendant le Hirak, ces jeunes... Je vais vous donner un exemple qui ne sont pas partis. Le président de la République a signé un décret pour permettre aux personnes... président de la République algérienne, pardon. Me sentant tellement algérien que je n'ai même pas besoin de préciser. Il a signé un décret, ça va être signé là dans les jours qui viennent, pour permettre aux personnes qui vivent en France d'un certain âge à bénéficier de la retraite en Algérie. Ça serait bien qu'il le fasse pour les jeunes, ça. D'abord qu'ils s'occupent des jeunes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des personnes âgées. Et aussi mais d'abord des jeunes ici et des jeunes de là-bas. J'ai quand même une réponse à ce que je te dis. Les choses sont très claires. Il faut arrêter de rêver. Il y a deux géants géographiques en Méditerranée, l'Algérie et la France. Ces deux pays ont en point commun 132 ans de barbarie coloniale, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une connaissance culturelle, ce qui fait que beaucoup d'Algériens ne parlent pas forcément l'arabe, ils connaissent le français. Les Français connaissent évidemment
l'Algérie, puisqu'ils l'ont connu de la façon la pire, mais dans tous les cas de figure, ces deux pays sont deux blocs importants en Méditerranée. C'est les deux locomotives, parce que l'Algérie reste la première puissance économique nord-africaine, malgré tout, et la France reste quand même une puissance importante et dominante en Europe. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas que de la France quand je te dis ça. Si les gens veulent vraiment fixer les populations, je parle de fixer, je ne parle pas des haragas qui reviennent, ça ne me regarde pas, ça. Fixer les populations sur place, qu'on fasse un co-développement. La France est en perte de vitesse économique. Si elle travaille en collaboration avec l'Algérie pour développer un parc industriel... Oui, puis l'Algérie a besoin de compétences. Aujourd'hui, elle a besoin de savoir-faire. Je prends l'exemple, il n'y a pas à se le cacher non plus. L'Allemagne qui a massacré à l'Est quand même. L'Allemagne de 89 qui va se réunifier en absorbant 7 millions d'habitants et un pays très pauvre, l'Allemagne de l'Est, finit par investir massivement en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie. Dans tous ces pays-là, c'est une zone d'influence industrielle qui ont fait que ces pays sont devenus riches grâce à l'Allemagne et l'Allemagne en a profité à plein. Et bien l'Algérie s'est travaillée avec la France en collaboration et en bonne intelligence. Je rappelle quand même qu'on a 15 000 médecins algériens en France. Ça va. Ils ont bénéficié de le savoir. Eh bien, je pense qu'on obtiendrait les choses que l'Allemagne fait déjà avec l'Algérie, je le rappelle, par rapport au secteur industriel militaire, on le sait, que l'Italie est en train de faire. De façon accélérée, il y a Fiat qui ouvre l'année prochaine. Ça, c'est sérieux. Parce que quand vous avez des gens qui ont un pouvoir d'achat, quand vous avez une classe moyenne qui se crée, et quand on donne, et c'est là où j'en veux aux autorités algériennes de façon claire, j'espère qu'ils vont m'entendre là-dessus, j'en veux pour une chose, c'est parce que c'est un pays magnifique et qu'il faut tout faire pour que cette jeunesse qui s'ennuie profondément puisse avoir une activité en dehors de tenir les murs, de Hétis ou de Harag. C'est ça que j'aimerais voir. Que le pays soit intéressant pour la jeunesse. Vous avez... 4 petites minutes chacun. Que fait-on demain pour essayer de faire avancer les choses avec plus de profondeur? Là, on sent de la profondeur, on sent de la hauteur, de l'intelligence, mais c'est vrai que malheureusement, des fois, à chaud comme ça, en pleine émotion, en pleine colère, on peut comprendre, on essaye d'en parler, on essaye de transmettre, on peut comprendre aussi, voilà, il m'est arrivé quelque chose, c'est monsieur Y, il est de tel pays, originaire de tel, il y en a marre. Comment on peut aujourd'hui, les politiques que vous êtes, les pédagogues que vous êtes, peut-être essayer d'avancer, de construire? Est-ce que c'est aux hommes et aux femmes politiques aussi de travailler sur du moyen terme, du long terme et ne pas attendre un drame comme celui-là? C'est pour essayer justement qu'on soit tous un peu dans des réactions un peu plus profondes et plus intelligentes que stigmatiser une ou deux ou trois nationalités lorsqu'ils arrivent à un drame. Ah, c'est gentil. Moi, je dis simplement une chose, c'est que d'abord, il y a une fracture sociale que Jacques Chirac avait évoquée à l'époque, justement, et pas seulement lui d'ailleurs. Par la suite, d'autres en ont parlé, jusqu'à Valls, c'est dire la surprise. Cette fracture sociale fait qu'effectivement, il y a une population qui est, et là je te rejoins totalement, concentrée, on va dire concentrée pour ne pas être méchant, dans des quartiers difficiles, laissés à l'abandon, oubliés qu'on prétende être des quartiers soi-disant qui voudraient se séparer alors qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir travailler. Si cette fracture sociale est enfin endiguée dans une période de crise profonde, si la France veut briller et se développer en direction de l'Afrique, elle passe par l'Algérie, on le sait très bien, et si effectivement on fait en sorte que les mouvements d'extrême droite qui utilisent à chaque fois à tort et à travers la misère d'une famille, en l'occurrence, il y en a eu d'autres, ne soient pas tués une bonne fois pour toutes par de contre-arguments, on ne doit pas les censurer, on doit apporter des arguments objectifs, eh bien on n'en sortira pas. Et moi j'ai une pensée pour cette famille qui, aujourd'hui, je me mets à leur place, subit tous les jours cette image comme ça, cette fille utilisée partout, alors qu'ils ont demandé dignement qu'on ne l'utilise pas. Personne ne les a respectés et c'est infâme. J'ai aussi une pensée pour cette folle qu'il a assassinée et qui, à mon sens, alors maintenant c'est l'humain qui parle, alors elle est présumée suspecte. Oui, on suppose, malheureusement les éléments sont plus que probants. J'ai envie de dire simplement, c'est que c'est un crime horrible, on le sait très bien, et je pense qu'on doit penser en termes carcéral d'un côté et en termes psychiatriques, et là ça va être ton travail d'en parler, je veux dire, de dire qu'effectivement on ne doit pas manger les gens. Il y a des fous partout, ça arrive malheureusement, ça arrive parce que c'est une dérive qui est toujours malheureusement sociétale et que ce genre de crime infâme doit être effectivement pensé, réfléchi, mais pas à l'aune de l'origine. Constat et solution des deux côtés des pays, aussi bien de la France que de l'Algérie. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire très rapidement que l'ensemble, puisque le sujet a été traversé tout à l'heure, que l'ensemble des personnes qui ont commis des attentats en 2015, etc., Mohamed Merah, la jeune Assia ici à Saint-Denis, pas très loin, les frères Kouachi, et frères Kouachi, ont tous été placés à l'aide sociale à l'enfance. Je vais revenir très rapidement sur ce sujet. Tous. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. 65% des SDF en France ont également été placés à l'aide sociale à l'enfance. C'est des statistiques officielles. Sur le côté français, si on ne travaille pas la question sociale, la question du lien social, de l'insertion sociale, on n'y arrivera pas. Ce constat est valable aussi en Algérie. S'il n'y a pas
à plus forte raison, un contrat social proposé par les autorités algériennes, dont je rappelle une bonne partie, excusez de la trivialité du terme que je vais utiliser, sont de véritables tocards. Hein. Donc s'ils ne le font pas, du côté algérien, et si en France on ne traite pas de la question sociale, de la question du lien social, et la culture, vous savez, en Allemagne, on s'est d'abord attaqué à la culture avant de s'attaquer au pays, et la culture, ce n'est pas quelque chose de ludique. La culture, les connaissances culturelles, la culture. À quelle époque? Ah, pour l'Allemagne moderne, tu veux dire, oui. C'est ça. Tout à fait. Si on n'élève pas le débat, quoi. Okay. On ne relève pas le débat. Et donc la culture, ce n'est pas quelque chose de ludique ou d'amusant seulement. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Bien sûr. De la culture naîtra la grandeur des peuples. C'est quelque chose qui a été écrit sur le fronton à Saint-Denis. Et on doit prendre cette question au sérieux, aussi bien en Algérie. Et j'espère que les autorités algériennes vont placer moins de tocards aux commandes. Peut-être qu'on y arrivera un jour. C'est vrai que quand on voit et on va en Algérie, on se rend compte tout de même aussi. On parle de l'Algérie ce soir, mais il y a plusieurs pays comme ça où on voit tout de même un effondrement psychologique des personnes qui sont dans la difficulté psychologique, qui n'ont pas de sens, qui ne savent pas et qui parfois... Ils n'ont pas de repères. Moi, vous savez, j'ai eu affaire à 14, excusez-moi du terme, apprentis terroristes, c'est-à-dire que je les avais rattrapés juste avant, et qui étaient dans ce schéma-là, placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc la question sociale, après, en tant que phénomène, est le fondement, le creuset de toutes les difficultés que l'on retrouve, sauf pour la dame dont vous parlez qui a assassiné cette gamine, hein, où là, on tombe dans la question médicale, psychiatrique. Là, je vais dire une chose, juste pour conclure, parce qu'il faut quand même être très clair sur un point, il doit être absolument radical là-dessus. Cette Dahbia, le nom est sorti immédiatement, le prénom est sorti, les photos, bref, on fait ces choux gras qui étaient est en 2022. Hein. Oui, mais là, il y a bien attention aussi. C'est pas par hasard. En général, il y a quand même une certaine discrétion sur l'identité du criminel, supposé, présumé, bon, a priori c'est acté, ne peut pas être pardonné pour une chose, c'est-à-dire qu'elle dit que ses parents ont été tués, machin, bref. Enfin, elle a vu ses parents mourir, je sais pas s'ils ont été tués, mais elle n'a pas vécu la décennie noire. C'est pas une enfant de la misère qu'on a connue en 90. Il n'y a aucune excuse à ce qu'elle a fait si ce n'est un problème psychiatrique. Donc en cela, la condamnation... Non mais Gamal Abina, on est d'accord que ce soir, le but, vécu la décennie rouge dans un pays ailleurs ou pas, le but c'était pas du tout d'excuser. On ne peut pas excuser cet acte-là. Ça peut être interprété comme ça. Ouais. Non, je ne veux pas que ce soit entendu comme ça. On essaye de comprendre. C'est une monstruosité qui arrive dans une société, comme malheureusement partout, on l'a vu avec Fournier et autres, ce genre de monstre arrive malheureusement. La question de la rationalité est importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas présager de tels actes qui sortent de l'espace rationnel. Et donc cela, on ne l'évitera jamais parce que c'est une question qui relève de la santé mentale. Donc on pourra après, une chose très importante aussi à savoir, c'est que quand quelqu'un vous tue sans raison, sans motivation réelle et sérieuse, quand il n'y a pas de motivation, là effectivement on bascule dans la folie. Oui, je suis d'accord. Merci messieurs tous les deux, merci d'avoir apporté vos éléments de réflexion et le but ce soir c'était de rendre hommage, de condamner, aucune excuse bien évidemment, mais essayer de comprendre pourquoi à la fois on a des hommes et des femmes politiques qui stigmatisent et qui récupèrent, qui font un lien aussi entre une origine, un pays et puis un drame de la barbarie et puis certains qui tentent aussi de le récupérer peut-être pour des voies politiques électorales. On voulait vraiment d'abord rendre hommage puisqu'il était important en tant que chaîne de télé d'avoir une pensée très forte pour cette petite, pour ses parents et aussi pour la magistrate tout de même qui a subi un moment très très difficile et la justice s'est emparée du dossier. Donc merci de nous avoir apporté ces éléments avec autant de hauteur. Voilà, polémique autour des migrants et Haraga. On s'est intéressé à l'Algérie mais malheureusement il en va de soi pour plusieurs pays. Aujourd'hui. Djamal Guessoum, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheur, président du Centre de recherche en sciences sociales Gamal Abina. Merci. Le mouvement des droits civiques, notamment avec le point commun aussi, c'est que vous travaillez avec la jeunesse et ça, c'est bien. Merci infiniment. L'équipe en régie de m'accompagner pour produire ces émissions. Je vous souhaite une belle soirée. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à la même heure. Prenez soin de vous.